Aujourd'hui, on va parler de vitesse moyenne. Ce sera un chapitre assez court et très concret. On va donc voir un petit peu ce que ça veut dire une vitesse moyenne, comment est-ce qu'on peut la calculer, et comment on peut calculer à partir d'une vitesse, une distance ou une durée. Avant de parler de vitesse moyenne, on va voir ce que c'est qu'une vitesse instantanée, et je vous propose dans un premier temps de regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite du record d'Usain Bolt sur le 100 mètres. On va la regarder rapidement ensemble, sans le son par contre. Alors comme vous pouvez voir au début, les coureurs sont à l'arrêt, donc leur vitesse instantanée est nulle. À chaque fois qu'ils franchissent une ligne, ça veut dire qu'ils font 10 mètres. Donc là on arrive à mi-course, Usain Bolt prend vraiment le lead. Là où il est très fort, c'est qu'il arrive à maintenir cet effort exceptionnel tout du long. Alors, regardez, on a plusieurs vitesses qui s'affichent à la fin, alors on ne les voit pas très bien sur la vidéo. La première ici, c'est écrit kph. Alors c'est une abréviation pour kilomètres par heure. On verra comment calculer cette vitesse à partir de son temps qui s'affiche ici, 9 secondes et 58 centièmes. Et juste en dessous, vous avez une deuxième vitesse, plus 0,9 mètres par seconde. Et ça veut dire qu'en fait, ils avaient un vent favorable, donc dans leur dos, de 0,9 mètres par seconde. Alors, le vent ne les poussait pas, mais en fait, il les freinait un peu moins que d'habitude. Donc c'était un jour idéal pour établir un record dans la discipline. Donc moi j'ai été récupérer les données sur internet à différents instants du sprint. Donc on va de 0 à 100 mètres, donc en abscisse j'ai mis la distance en mètres. Et en ordonnée, on va faire figurer la vitesse en mètres par seconde. Comme je vous ai fait remarquer tout à l'heure, au début, le sprinter il est à l'arrêt. Donc la vitesse instantanée elle est nulle. Alors on voit que même pas au bout de 5 mètres, on dépasse rapidement les 5 mètres par seconde comme vitesse instantanée. Et l'accélération se poursuit jusqu'aux premiers 30 mètres. Là, ils sont quasiment à leur vitesse maximale. Et il faut attendre encore un petit peu, 50 mètres, pour qu'Usain Bolt atteigne sa vitesse maximale, qui est autour de 12 mètres et quelques par seconde. Alors je vous laisserai mesurer autour de chez vous ce que c'est que 12 mètres et essayer de parcourir ces 12 mètres en une seconde. Et ben bon courage. Là où il est très fort, c'est que lui, cet effort maximal, il arrive à le maintenir quasiment jusqu'au bout de la course. C'est ça qui est exceptionnel chez cet athlète. À la fin, on peut voir sur la vidéo qu'il semble y avoir un petit relâchement, ce qu'on peut voir également au niveau de la courbe. Donc une fois qu'il est arrivé, donc on a eu un temps de 9 secondes 58. Donc il avait explosé le record précédent qu'il avait lui-même établi. Et nous, on va parler de vitesse moyenne. Alors une vitesse moyenne, c'est pas une vitesse instantanée comme ça qui va varier, comme la vitesse qui s'affiche sur le compteur d'une voiture. Une vitesse moyenne, ce serait une vitesse constante, mais qui nous permettrait de parcourir la même distance et de faire exactement le même temps. Alors en fait, si Usain Bolt il avait couru du début jusqu'à la fin à la même vitesse, il aurait couru à un peu plus de 10 mètres par seconde, et ce serait sa vitesse moyenne. Donc une vitesse moyenne, c'est une vitesse théorique, constante, qui permet de parcourir la même distance pendant la même durée. C'est ce que je résume ici. Donc aujourd'hui, en fait, on va calculer des vitesses théoriques. Ce n'est pas forcément la réalité, c'est un modèle. Ce seront des vitesses qui nous permettront de parcourir la même distance pendant la même durée, mais à vitesse constante. Alors, une vitesse, c'est une distance en fait. Donc ici, ce sera une distance théorique parcourue en une unité de temps. Et ça, je vais en reparler tout de suite sur plusieurs exemples. On va commencer par un exemple de SVT. Ici, vous avez la plaque africaine. Cette plaque africaine, elle se déplace vers le nord-est à une vitesse moyenne de 2,15 cm par an. Donc ça, c'est une vitesse assez faible, évidemment. Alors, dans une vitesse, on a deux unités, donc deux grandeurs, et on peut faire figurer tout ça dans un tableau.
Première unité des centimètres, ça veut dire qu'on a donc des distances en centimètres. Et deuxième unité, ici on a des années. Donc on a un temps, une durée en années. Et donc notre vitesse moyenne, elle est de 2,15 cm. Ça veut dire qu'on parcourt une distance théorique de 2,15 cm par an. Et par an, il faut retenir que ça veut dire pour un an. En un an, on fait en théorie 2,15 cm. Donc dans ce chapitre, on aura toujours des tableaux avec un petit 1 qui traîne, quelque part comme ça, puisqu'on se ramène à une unité. Ici, si on regarde bien, on peut donc passer de la première ligne à la deuxième en multipliant par 2,15. Ce sera notre coefficient de proportionnalité. Et dans l'autre sens, on peut diviser. Et diviser, c'est aussi multiplier par l'inverse. Voilà pour les révisions. Donc en fait, une vitesse, j'aurais aussi pu dire que c'était un coefficient de proportionnalité. Ici, la vitesse, elle figure là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que la plaque africaine se déplace vers le nord-est à une vitesse moyenne de 2,15 cm par an. Et bien ça veut dire que si elle allait à vitesse constante, si elle se déplaçait toujours un petit peu, et toujours à la même vitesse, et bien tous les ans, elle ferait 2,15 cm. C'est pas beaucoup, hein? Mais mis bout à bout, ça permet d'avoir la dérive des continents. Alors évidemment, ça c'est un modèle, c'est purement théorique, et en réalité c'est complètement faux, puisque ça ne se déplace pas à vitesse régulière. Si je vous posais la question, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me diraient que ça se déplace au moment où il y a des séismes, notamment, quand l'énergie est libérée. Donc une vitesse moyenne, c'est vraiment une vitesse théorique, en supposant qu'on va à vitesse constante. On va faire un deuxième exemple. Imaginons qu'on s'intéresse à l'aéroport de Saint-Yan, et quand on décolle, on s'intéresse surtout à la direction du vent et à sa force. Alors ici, la vitesse moyenne du vent à l'aéroport de Saint-Yan, elle est d'environ 4 mètres par seconde. Donc là, pareil, on va faire un tableau. Les unités, on a des mètres, donc une distance en mètres pour les grandeurs. La deuxième grandeur, c'est à nouveau un temps, et un temps en secondes, une durée en secondes. Donc on fait le même tableau en fait, avec les deux mêmes grandeurs, distance et temps. Et une vitesse, c'est toujours caractérisé par une distance par rapport à un temps. Alors ici, le vent en moyenne est de 4 mètres par seconde. Ça veut dire que les particules dans l'air se déplacent de 4 mètres. Dans distance, je mets 4 mètres. Et par seconde, ça veut dire à chaque seconde, pour une seconde. Donc ici, le coefficient qui permet de passer de la première à la deuxième en multipliant, c'est 4. Et dans le sens, on divise, donc c'est un quart. Donc regardez à nouveau, notre vitesse moyenne, c'est un coefficient des proportionnalités. Donc si le vent soufflait en continu à vitesse constante sur l'aéroport de Saint-Yan, et bien chaque particule dans l'air parcourrait 4 mètres à chaque seconde. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le vent souffle jamais parfaitement, de manière régulière. Il y a toujours des rafales et c'est des mesures qui sont prises notamment au niveau des aéroports. Enfin, je vais faire une petite remarque sur les vitesses. Donc là, c'est les vitesses classiques en mètres par seconde, kilomètres par heure. Il y a d'autres vitesses qu'on appelle plutôt des débits, qu'on rencontre très souvent dans la vie de tous les jours. Les vitesses d'écoulement. Par exemple, l'écoulement d'un robinet ou d'un fleuve. Alors un robinet serait plutôt des litres par minute, puis un fleuve, on serait sur des mètres cubes par seconde, des milliers de mètres cubes par seconde même plutôt, hein, pour le débit. Puis il y a une autre unité de vitesse qui est assez courante, c'est en informatique, c'est les vitesses de téléchargement, on appelle aussi les débits, ou vitesses de connexion, et celles-là on les met plutôt en kilo-octets par seconde, mégaoctets par seconde, gigaoctets par seconde, etc. Et j'en reparlerai très bientôt quand on continuera notre cours sur les puissances. Alors mais je vais quand même donner un petit exemple de vitesse moyenne de téléchargement. Et bien la vidéo là, que je vous ai montrée du Chain-Bolt, j'ai mesuré son débit, et son débit moyen c'est d'environ 87 kilooctets par seconde. C'était une vidéo qui était plutôt de mauvaise qualité, donc qui nécessitait un petit débit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a donc deux unités, des kilooctets. Ça c'est
un volume de données, c'est une quantité de données. Et on a des temps. Ici, ce sont des secondes. Et donc, chaque seconde, on a donc 87 kilooctets de données en une seconde. Donc pour les débits, évidemment, on n'aura pas des distances, mais on aura des quantités de données ou des volumes d'eau ou d'autres liquides qui sont transportés notamment. Donc là, le coefficient c'était 87, et dans l'autre sens, on divisait par 87, donc on multipliait par l'inverse de 87. Alors, ça veut dire quoi que la vitesse moyenne de téléchargement, c'est 87 kbps par seconde? Ça veut dire que si on téléchargeait, avec un débit constant, une connexion internet, elle n'est pas toujours constante, surtout quand on est en déplacement et qu'on est avec un mobile, par exemple, eh ben on recevrait 87 kilooctets d'informations toutes les secondes. Évidemment, c'est pas vrai, parce que la connexion n'est pas forcément stable, mais aussi parce qu'une vidéo n'a pas toujours besoin de transmettre beaucoup d'informations. Quand vous avez à un moment un écran noir sur la vidéo, il n'y a quasiment rien qui est transmis. Alors, on va voir comment calculer une vitesse moyenne. Alors, ce que je voulais vous dire, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je ne l'avais pas expliqué, c'est comme une vitesse moyenne, c'est une vitesse qui est calculée en supposant qu'on va à vitesse constante. Ça veut dire que si on met 2 fois plus de temps, on ira 2 fois plus loin. Si on va 4 fois plus loin, à vitesse constante, on mettra 4 fois plus de temps. Si on va moitié moins loin, on mettra moitié moins de temps. Ça veut dire qu'en fait, la distance parcourue, elle est proportionnelle au temps. Ça, c'est parce qu'on s'est placé dans un cas où on était, en théorie, à vitesse constante. Et comme c'est proportionnel, eh ben on va pouvoir utiliser la proportionnalité pour calculer une vitesse moyenne. C'est pour ça que je vous ai fait faire des tableaux dans ces premiers exemples, pour que vous preniez l'habitude de présenter les infos sous la forme d'un tableau qui sera un tableau de proportionnalité et qui nous permettra de faire des calculs. Donc je reviens sur le record du Bolt, 9 secondes 58 pour le 100 mètres. Donc on fait notre tableau et c'est toujours pareil, il faut le retenir maintenant, c'est distance-temps. Même pas vous posez la question, vous mettez distance-temps tout de suite dans le tableau. Donc le temps c'est 9 secondes 58 et la distance c'était 100 mètres. On fait 9 secondes 58 en 100 mètres. Comme il s'agit de la même situation, on le met dans la même colonne. Si on travaille sur 300 mètres, il nous faudrait le temps sur 300 mètres, ce serait une deuxième colonne, etc. Ensuite, ici, on veut une vitesse en mètres par seconde. Donc, comme tout à l'heure, maintenant vous avez compris, quand c'est écrit par seconde, ça veut dire que c'est pour une seconde. Et on veut une distance, mais c'est une distance théorique pour une seconde, c'est en fait ce qu'on appelle une vitesse moyenne, donc j'ai appelé tout ça V comme vitesse. Donc voilà, j'ai un tableau de proportionnalité, on connaît 3 valeurs sur 4, donc on a beaucoup de techniques qui nous permettent de calculer la 4e valeur qu'on appelle la 4e proportionnelle. Donc je vous avais dit de regarder plusieurs vidéos que j'avais données au 5e pour vous permettre de réviser tout ça. Je vous la mettrai en haut à droite dans la vidéo. Vous pouvez cliquer pour aller revoir ce que c'est qu'une 4e proportionnelle, comment est-ce qu'on calcule avec les colonnes un tableau de proportionnalité, comment on fait une règle de 3, etc. Alors justement, ici, on pourrait calculer avec les colonnes, et si on regarde bien, pour passer de la première colonne à la deuxième, il suffisait de diviser 9,58 par lui-même, et on trouve 1. Comme on a le droit de diviser les colonnes dans une situation de proportionnalité, on va aussi diviser en bas, et on trouvera la vitesse. Donc la vitesse, c'est 100 divisé par 9,58. Donc j'ai fait le calcul à la calculatrice, et j'ai obtenu une valeur approchée. Notre fraction, c'est une valeur exacte, et une fois qu'on a calculé, c'est une valeur approchée, si évidemment on n'arrive pas à avoir tous les chiffres. On ne va pas garder tous les chiffres, je propose de travailler au centimètre près, au centième près. Donc je me suis arrêté 2 chiffres après la virgule. J'ai regardé le chiffre suivant pour arrondir, c'est 8. Comme c'est 5 ou plus, on va arrondir plutôt à 10,44. On est plus proche de 10,44 que de 10,43. Et bien voilà, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le graphique. La vitesse moyenne du Bolt, elle est de 10 mètres et 44 cm chaque seconde, par seconde. Ça veut dire que s'il allait à vitesse constante du début jusqu'à la fin
de l'épreuve du 100 mètres, il aurait fait 10 mètres 44 à chaque seconde. Mais en fait, il a fait beaucoup plus par moment pour compenser le fait qu'au début, il y a une phase d'accélération, il était plus lent. Donc voilà, pour calculer une vitesse moyenne, c'est simple. On fait le tableau, on obtient 3 valeurs sur 4, et on se débrouille avec la proportionnalité pour calculer. Alors en fait, on peut calculer aussi des durées ou des distances si on connaît la vitesse. Tout ce qui compte, c'est de faire le tableau, d'avoir 3 valeurs sur 4. Donc je vais vous montrer un calcul de durée et je vous montrerai aussi un calcul de distance. Alors on va supposer qu'Alice elle habite à 16 km de Charolles et qu'elle roule à une vitesse moyenne de 80 km/h tout le long de son trajet. Là encore, on est dans un modèle. Évidemment, elle ne va pas rouler à 80 km/h du début jusqu'à la fin. Au début, la voiture est immobile, il y aura une phase d'accélération, puis peut-être qu'il y aura un feu sur la route, elle va arriver dans le début de Charolles, il faudra qu'elle roule à 50. Donc j'ai volontairement simplifié le problème. Et c'est souvent comme ça en mathématiques, on simplifie la réalité pour se placer dans un cas idéal, ce qu'on appelle un modèle. La question que je vous pose, c'est combien de temps elle met, en théorie, pour venir au collège, sachant qu'elle fait 16 km à 80 km/h. C'est une question qu'on peut se poser souvent quand on est en retard. Alors, toujours pareil, on fait un tableau avec distance-temps. Et pourquoi ça? Parce que quand on regarde les unités, on a des kilomètres, donc des distances, 80 km, et on a des temps, ici sont des heures, donc temps en heures. Et on pourrait mettre 1 heure. Mais regardez ici, on va plutôt se mettre en minutes. Pourquoi? Parce qu'évidemment, 16 km à 80 km/h, on peut mettre plusieurs heures pour y arriver. On mettra quelques minutes. Donc ce que je vous propose, c'est de transformer 1 heure en 60 minutes. Exactement la même chose, mais écrit différemment. Donc on va plutôt mettre temps en minutes, et au lieu de mettre 1 heure, on mettra 60 minutes. Ainsi, on aura directement un résultat exprimé en minutes, et on n'aura pas besoin de faire de conversion derrière. On reparlera des conversions dans une prochaine séance. Dernière info, elle habite à 16 km, donc dans distance, on met 16 km. Donc il faut calculer la quatrième valeur, la quatrième proportionnelle. Ici, comme on veut calculer un temps, je trouve que c'est de bonne pratique de mettre t comme temps. Comme ça, on comprend bien ce que vous voulez faire. Alors, quand on calcule dans un tableau de proportionnalité, on peut multiplier les colonnes, on peut les diviser, on peut utiliser le coefficient de proportionnalité. Et quand c'est pas évident, comme ici, on peut utiliser la règle de 3. Je vais la rappeler rapidement, mais je vous mets une vidéo en droite, vous pourrez aller voir comment on fait une règle de 3. S'il y a vraiment un truc à connaître en sortant du collège, c'est bien ça. Alors quand on fait la règle de 3, il faut repérer la diagonale où on connaît les deux nombres. Ici, on n'en connaît qu'un des deux. On connaît 80, mais on ne connaît pas t. On veut le calculer. Donc on connaît les deux nombres ici. Alors on va les multiplier. 16 fois 60. Puis on va diviser par le troisième nombre qu'on n'a pas utilisé, par 80. Je l'ai mis sous forme fractionnaire, mais c'est une division. Et on calcule la valeur de t. Alors le petit symbole là, il n'a aucune valeur de justification, c'est juste un petit moyen pour vous de mémoriser. Mais si vous mettez ça sur votre copie, je ne mets aucun point, moi je vais voir le calcul. Bon, j'ai fait à la calculatrice, mais on aurait pu simplifier les fractions, ça se faisait très très bien. Et on trouve pile 12 minutes. Donc ici, il s'agit d'une valeur exacte, contrairement à tout à l'heure. Pas besoin d'arrondir. Donc voilà, Alice, elle mettra, en théorie, à nouveau j'insiste, 12 minutes pour parcourir 16 km à 80 km/h. En supposant évidemment qu'elle roule à vitesse constante, du début jusqu'à la fin. Alors pour calculer une distance, même chose, sauf qu'il va nous manquer une distance dans le tableau. Et là on va parler d'un satellite géostationnaire, ça veut dire que c'est un satellite qui ne bouge pas, il est au-dessus de votre tête et il y reste en permanence parce qu'il tourne en même temps que la Terre. C'est des satellites qui sont passés je crois à 36 000 km d'altitude. Et ces satellites, même s'ils ne bougent pas par rapport à vous, ils tournent en même temps que la Terre. Et leur vitesse orbitale elle est de environ 11 000 km/h.
Donc là, je vous demande quelle est la distance que parcourt un satellite géostationnaire en 30 secondes. Évidemment, on doit être sur des valeurs approchées ici. Alors, on va faire un tableau. À nouveau, on regarde les unités. On a des kilomètres, donc des distances en kilomètres, et on met 11 000 kilomètres. Et on a des heures, donc des durées en heures. Et par heure, ça veut dire que c'est le déplacement théorique en une heure. Donc on met 1 dans les heures. Mais si vous regardez bien, on va savoir quelle distance il parcourt en 30 secondes. Alors on a un problème, on a des heures et des secondes. Il faut choisir. Alors toujours le plus simple, c'est de placer dans l'unité la plus petite. Plutôt que de garder des heures et de convertir 30 secondes en heures, ça donne un nombre à virgule très petit. Le plus simple serait plutôt de convertir une heure en secondes. Alors une heure, c'est 60 minutes. Et dans 60 minutes, il y a 60 secondes. Donc dans une heure, il y a 60 minutes fois 60 secondes. 3600 secondes. Si vous ne connaissez pas cette valeur-là, elle est à connaître par cœur. Ça sert, et très régulièrement, et ça vous servira plus tard. Donc à la place de mettre temps en heure, je vais mettre temps en secondes, et à la place de 1, je vais mettre 3600. Donc à nouveau, la même astuce que tout à l'heure. Même si on passe par l'unité, ne pas hésiter à convertir en minutes en secondes. Et à ce moment-là, on verra apparaître 60 ou 3600 ici. Et donc nous, on veut la distance à parcourir en 30 secondes. Donc on met 30 dans temps. Et dans distance, je propose de mettre la lettre D pour bien indiquer qu'on calcule une distance. Même technique. Soit on multiplie ou on divise une colonne, soit on utilise le coefficient de proportionnalité qu'on va calculer avant, soit on utilise la règle de 3. Ici, la diagonale qu'on connaît, c'est celle-ci. Donc on va multiplier 30 par 11 000. Puis on va diviser par le troisième nombre qu'on n'a pas utilisé. On va diviser par 3600. Et on va trouver D. Bon, j'ai fait le calcul. Je trouve une valeur approchée. Je propose d'arrondir pour changer au dixième, parce que tout à l'heure on avait arrondi au centième. Alors au dixième, je vous rappelle que c'est un chiffre après la virgule. Et on regarde le chiffre suivant. Là, à nouveau, c'est supérieur ou égal à 5. Donc on est plus près de 91,7. C'est notre arrondi au dixième près. Et bien voilà notre satellite. En 30 secondes, il se déplace de presque 92 km. Donc vous avez vu des vitesses très très lentes, avec le déplacement d'une plaque continentale. Vous avez vu des vitesses très rapides avec le déplacement d'un satellite, des vitesses plutôt à notre échelle avec un sprint. Et donc pour revenir là, voilà, le satellite se déplace de 91 km en 30 secondes. Donc il faudra savoir jongler avec les unités, et je vous reparlerai dans une prochaine séance des techniques pour convertir des durées, des distances, et comment est-ce qu'on fait du coup pour convertir des vitesses. Ce sera le gros morceau de la séance. Donc maintenant je vais vous parler de la séance du jour. Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était qu'une vitesse moyenne, comment la calculer, vous avez tous les fichiers comme d'habitude qui sont disponibles sur le cahier texte, mais également sur le dossier partagé. Je vous ai rajouté un dossier pour le nouveau chapitre, que je mettrai à jour au fur et à mesure, mais vous allez directement dans le dossier de la séance 15, où vous trouverez les fichiers du jour. La description de la séance, le nouveau cours du chapitre, qui sera à recopier ou à imprimer, le diaporama que je viens de vous passer, une copie d'écran d'une page du manuel, mais vous n'avez pas besoin si vous avez votre manuel, et la correction du dernier exercice de la feuille sur les puissances, pour ceux qui n'ont pas travaillé sur la BOMEP. Alors justement, je vais parler un petit peu rapidement de ces exercices sur les puissances, mais je ne vais pas y passer trop de temps. Je vais commenter brièvement la correction de l'exercice. Donc la difficulté ici, c'est que vous aviez des puissances d'exposants négatifs. Et donc à chaque fois, ici 2 puissance moins 4, il fallait la transformer en l'inverse de la puissance d'exposants positifs. Donc ici, on avait 2 puissance 7 au numérateur, et on se retrouvait avec 2 puissance 4 au dénominateur. Donc on pouvait simplifier 4 fois par 2, et il en restait 3 au numérateur. Donc 2 puissance 3. Ici, du coup, on avait une division par 3, et encore 4 divisions par 3, c'est-à-dire qu'on inversait, ce qui fait qu'on en avait 5
au dénominateur, donc puissance moins 5. Le C, c'était peut-être un des seuls qui était vraiment délicat, puisque vous aviez des fractions de fractions, parce que quand on inversait avec les puissances d'exposants négatifs, on avait une fraction divisée par une fraction. Donc là, je réexplique rapidement. Quand on a une division de fraction, on écrit à nouveau la première telle qu'elle, donc 1 sur 4 puissance 2, on n'y touche pas. Puis au lieu de diviser, on multiplie, et on inverse la deuxième fraction. Donc 1 sur 4 puissance 5, on l'écrit comme 4 puissance 5 sur 1. Ce qui fait qu'au numérateur, on a 1 fois 4 puissance 5, ce qui fait 4 puissance 5. Et au dénominateur, on a 4 puissance 2 fois 1, ce qui fait 4 puissance 2. Donc 5 4 en haut, 2 4 en bas. On simplifie, il en reste 3 en haut, 4 puissance 3. Même chose ici, on avait, quand on transformait 5 puissance moins 8 en 1 sur 5 puissance 8, on avait une fraction de fraction. Donc au lieu de diviser par 1 sur 5 puissance 8, on avait multiplié par l'inverse de 1 sur 5 puissance 8. Donc on a multiplié par 5 puissance 8 sur 1. Ensuite, c'est très simple. 5 au carré, c'est 5 fois 5. Et 5 puissance 8, la même chose, mais avec 8 facteurs égaux à 5. Et donc on trouvait 5 puissance 10. Il faudra que je corrige un petit peu la mise en forme ici. Même chose là. Les puissances d'exposants négatifs, on les transforme en inverse de puissance d'exposants positifs. Donc on avait 1 sur 6 fois 6 fois 6, fois 4 fois 4 fois 4. Et là, l'astuce a été à nouveau de changer l'ordre et de les regrouper par paire. 6 fois 4, fois 6 fois 4, fois 6 fois 4. Du coup, on calculait 6 fois 4, ça faisait 24, et on trouvait 24 fois les mêmes, fois les mêmes. Donc 1 sur 24 puissance 3. Et donc là, ça veut dire que c'est 24 puissance moins 3, parce que c'est l'inverse d'une puissance d'exposant positif. Le F, donc même chose qu'ici, vous avez des fractions de fractions. 7 puissance moins 1, c'est l'inverse de 7. 7 puissance 4, on peut l'écrire comme 7 puissance 4 divisé par 1. Ça peut aider. Ainsi, on voit qu'on a une fraction divisée par une fraction. Donc on ne touche pas à la première. 1/7, on le laisse tel quel. Au lieu de diviser, on multiplie. Par contre, on doit multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc 7 puissance 4 sur 1. Son inverse, c'est 1 sur 7 puissance 4. On se retrouve ainsi à avoir 1 sur 7 puissance 5, ce qui veut dire 7 puissance moins 5. Enfin, le dernier, il y avait une puissance d'exposant négatif ici, 2 puissance moins 4, je l'ai donc écrit comme 1 sur 2 puissance 4. Ça veut dire qu'on a 4 facteurs égaux à 8 en haut. Et 2 puissance 4 en bas, ça veut dire qu'on a 4 facteurs égaux à 2 en bas. Ensuite, avec la propriété sur les multiplications de fractions, on sait qu'on peut écrire ça comme 8 demi fois 8 demi fois 8 demi fois 8 demi. Et 8 demi, 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc c'est le produit de 4 par lui-même, avec 4 facteurs égaux à 4. Donc 4 puissance 4. Alors j'ai quelques élèves qui m'ont renvoyé le travail en le faisant avec les propriétés sur les puissances. Ils ont retenu que quand on multiplie, on ajoutait les exposants. Donc ils ont fait moins 4 plus 7, ça fait 3. Ici, ils ont fait moins 1 plus moins 4, ça fait moins 5. Ils ont retenu que quand on divisait, on faisait une soustraction. Donc ils ont fait moins 2 moins 5. Moins 2 plus 5, on retrouve 3. Ici, ils ont fait 2 moins 8, donc 2 plus 8, 10. Là, on multiplie, donc on ajoute. Moins 3 et moins 3. Ah oui, mais on n'ajoute pas parce que c'est pas le même nombre ici. Donc quand on a le même exposant, j'avais expliqué qu'on multipliait les bases. Donc on fait 6 fois 4, 24 et on garde l'exposant moins 3. Ici, on divise, donc on soustrait. Moins 1, moins 4, on trouve moins 5. Et là, on a... C'est un mélange un petit peu. On n'a pas tout à fait le même exposant. Mais maintenant, on l'a, ici. Donc 8 puissance 4 sur 2 puissance 4. On garde l'exposant et on fait la division de 8 par 2. Qui fait 4. 4 puissance 4. Donc ce qu'on fait avec les propriétés, c'est pas au problème de quatrième, mais si vous savez faire avec les propriétés, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que vous risquez de les oublier, ces propriétés. Alors que là, quand on fait cette technique-là, on apprend à les retrouver. Et le but de la quatrième, c'est d'apprendre à retrouver les propriétés pour ne plus avoir à les mémoriser ensuite.
Par ailleurs, ici, on a travaillé sur plein de propriétés sur les fractions, et je trouve que c'est toujours bien de les revoir. Donc c'était plutôt un exercice de style. Pour la partie leçon, donc on a fait 2 parties, je vous ai mis les fichiers, la vidéo. Si vous voulez imprimer, vous pouvez. Et si vous voulez recopier, c'est toujours bien aussi pour apprendre, mais ça prendra un peu plus de temps. Du coup. Alors, je vous ai remis le graphique, donc ça va peut-être plus simple d'imprimer. Vous pouvez sinon le recopier à main levée, hein, c'est pas non plus impossible à faire. Avec les différents tableaux pour bien identifier le passage à l'unité. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour recopier. Je vous ai mis le calcul de la vitesse moyenne du Shunt-Bolt sur 100 mètres, avec une opération sur les colonnes. Et enfin, vous avez les 2 exemples. Un exemple pour calculer un temps, et un exemple pour calculer une distance. Bon, exactement la même chose que dans le diaporama. Pour les exercices, je vous demande de faire 3 exercices qui sont dans le manuel. Je donnerai la prochaine fois des exercices sur la BOMEP, mais pour l'instant, je voudrais que vous pratiquiez à la main, parce que souvent après, vous cherchez à tout faire de tête et c'est compliqué. Je vous les montre. Donc vous avez le 19 ici. C'est un problème où il faut calculer la vitesse moyenne de l'Eurostar dans le tunnel. Donc là, il faut calculer une vitesse. Vous avez le 24, page 142. Ici, on veut calculer un temps pour effectuer un trajet en péniche. Et enfin, le dernier exercice est tout en haut, c'est le 25. Et là, on veut calculer une distance, sachant qu'on connaît la vitesse et le temps. Comme ça, vous avez les 3 types de calculs. Mais c'est exactement la même chose, on fait le tableau, et puis on peut appliquer une règle de 3, et on trouve le résultat. Ces exercices, ils sont à faire pour la prochaine séance, dans votre cahier d'exercice, et j'en donnerai un corrigé. N'hésitez pas à me poser des questions sur Pronote, si vous n'avez pas compris certaines choses, et à regarder les vidéos de cours sur les 5e, qui peuvent vous aider à vous remémorer les différentes techniques de proportionnalité qui peuvent vous suivre tout au long du collège. Donc j'ai vu aujourd'hui qu'on allait se revoir bientôt, et j'espère que vous serez nombreux à la reprise. Et bonne fin de semaine, et à bientôt.